Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Shadow March. C'est épisode 7, session 7. On est juste après la partie, il est 1h du matin et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je suis toujours sur un petit nuage dans cette campagne, elle est vraiment trop cool. Allons dans le vif du sujet. Donc si vous connaissez pas la Shadow March, rapidement, c'est un récap de campagne, d'une campagne bac à sable gigantesque, motorisé par Shadow Dark, le jeu de rôle, qui était kickstarté cette année, et sur lequel je prends mon pied, je suis à plus d'une trentaine de parties dessus. Et si vous connaissez, j'en profite pour vous remercier tous, parce que la dernière fois, vous avez sollicité pour essayer de, des petits commentaires, montrer qu'il y a des gens vivants qui regardent ces vidéos qui sont un peu moins vues, et vous avez été plein à faire des retours ultra positifs et tout, donc ça fait vraiment plaisir. Je suis super content de pas être tout seul dans mon coin, à penser que ce format apporte vraiment quelque chose, et il y a plein de gens qui disent qu'ils en tirent de l'inspiration et aussi du plaisir juste à suivre l'histoire de nos personnages. Donc trop content. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois ça se terminait, si vous vous souvenez, par l'orga qui regardait dans le télescope et qui voyait Muglub qui s'approche du monde pour le dissoudre, pour le détruire, pour le sauver, on ne sait pas trop. L'orga, lui, il a l'air persuadé que c'est pour le sauver. Donc il se réveille, l'orga raconte ça aux autres. Il leur explique, mon Dieu va arriver et tout. Donc il y a une petite scène de RP rigolote au campement. Et rapidement, ensuite, après s'être tapé quelques barres, nos PJ décident d'aller vers le sud à la recherche du dragon et de la flûte. Ils savent pas trop dans quel ordre ils vont trouver les deux. En tout cas, ils savent qu'ils veulent aller vers le sud. Donc cette fois-ci, le voyage, je l'ai fait jouer en un seul jet de dés. Je rappelle que c'est des jets de dés qui ont pas mal d'enjeux, les jets de voyage, parce qu'en fait, ils déterminent la durée du voyage. Et donc, cet unique jet de dés avait quand même beaucoup d'impact. Donc, nos PJ sont allés voir un fermier, se sont un peu préparés pour le voyage, donc ils n'étaient pas désavantagés pour le jet de voyage. Malgré tout, ils n'ont pas fait des bons résultats. Donc, j'ai légèrement changé la règle, vu que je voulais faire le voyage en un seul jet de dés, ou plutôt en une seule étape. J'ai fait en sorte que chacun, il y ait un jet de dés par joueur, en fait, pour l'étape, pour que tout le monde participe au voyage et à son accomplissement. Et donc, pour savoir le temps qu'allait prendre le voyage, j'ai plutôt fait au ratio échec-réussite. Donc, je vous montre ici dans ma prépa. S'il y avait 4 échecs pour le voyage, ça prenait 15 jours le voyage. S'il y avait 3 échecs, ça prenait 12 jours. S'il y avait 2 réussites, 2 échecs, ça prenait 10 jours. Et à partir de 3 échecs, et à partir de 3 réussites ou plus, ça prenait 7 jours au minimum. Et ils nous ont fait 3 échecs, donc le voyage leur a pris 12 jours, ce qui a déclenché une horloge. Je vous montre ici mes horloges qui avancent. Si les PJ sont là, surtout, faites gaffe. À chaque fois que vous voyez cet écran, les PJ, faites gaffe. On a passé la barre de 17 jours sur 15 pour que Karamouil, le dragon, attaque les gens au lac de l'oracle. Donc du coup, ils font leur jet de voyage, ils décrivent chacun comment ils participent au voyage. Donc il y en a un qui décide de guider le groupe, l'autre de porter les affaires, l'autre de porter le halflin qui a des petites jambes, un autre qui décide de se priver un peu en termes de rations pour économiser des rations en mangeant une vieille carcasse dégueulasse laissée par le dragon qui est en chasse dans les montagnes. Donc on fait ce petit voyage. Je leur décris que d'ailleurs ils arrivent dans ce qui à proprement parler est l'échine du serpent qui donne son nom à la région. En fait, l'échine du serpent, c'est la chaîne de montagne en réalité. Donc je leur décris qu'en fait, elle porte très bien son nom parce qu'elle fait penser à la collerette, en tout cas, d'un lézard, en fait, qui se déplacerait sous terre et dont on verrait des sortes de pieux sortir de la colonne vertébrale et ressortir en dehors de la terre. Bref. Donc ils grimpent dans les collines, etc. Et comme ils déclenchent l'horloge, je leur décris qu'au moment où ils arrivent au-dessus d'une immense vallée qui, honnêtement, n'a rien de naturel, hein, une vallée de cette taille, vous vous doutez bien que ça n'existe pas vraiment dans la vraie vie, enfin, je crois pas, je sais pas, qui ressemble à un immense cratère. Je leur dis, vous voyez comme ça, cet immense cratère couvert de brume avec le lac au loin, le lac de l'oracle, et l'horloge se déclenche, le dragon, Karamouil, il passe au-dessus de vous, il vous a pas vu, heureusement, et ils font vers le lac. Et donc en fait, on peut se douter qu'il est en chasse dans la région, mais les PJ ne savent pas les conséquences exactes que ça aura pour eux. À ce moment-là, je déclenche une rencontre qui est prévue, que j'ai prévue, c'est l'introduction de nouveaux personnages. Ils font la rencontre soudaine, on leur tombe dessus. Un peu l'inspiration de la manière dont j'ai introduit la scène, c'est vous voyez des hautes herbes qui bougent et boum, il y a des gens qui apparaissent. C'était un peu inspiré de, vous savez, dans Le Seigneur des Anneaux, quand Sam et Frodon, ils tombent sur Merry et Pipin quand ils se promènent dans les champs du fermier Maggot. C'était un peu ça l'idée. Ils tombent sur trois nains. Et tout de suite, Bauduin reconnaît d'abord Brazir, un chef scout du clan Frise Charbon, un légendaire chasseur et éclaireur. Puis la princesse Brimin Frise Charbon, héritière du trône
du clan Frise Charbon. Il y a plusieurs clans nains en fait. On les voit pas trop parce que c'est pas dans la région dans laquelle on joue jusqu'à maintenant. Il y a plusieurs clans nains et le clan Frise Charbon c'est le clan royal, c'est le clan au-dessus des clans. Donc il voit la princesse Brimain Frise Charbon, il se met tout de suite à genoux, il dit au reste du groupe mettez-vous à genoux, il faut il faut la respecter quoi. Et il voit arriver aussi Frustre, un enfant nain qui a déjà une barbe évidemment et qui est cuisinier. Donc tout ce petit équipage, cette petite équipe, pourquoi elle est là? Je vous dis factuellement ce que les PJ découvrent. Ils sont à la chasse au dragon eux aussi. En fait, le roi Krungi Frise Charbon est mort et son fils Krungi II Frise Charbon a pris le trône. Sauf que ce que j'explique à ce moment-là, c'est que la tradition chez les nains, c'est qu'il n'y a pas d'héritage dû à l'aînesse de base, etc. C'est au mérite et qu'il faut en gros faire ses preuves. Donc il y a des épreuves qui sont organisées, etc. normalement. Et en fait, Krungi II Frise Charbon, l'aîné, donc le grand frère de la princesse Brimain Frise Charbon, s'est emparé du trône en disant voilà, la situation géopolitique est urgente, les armées de Mérismar marchent vers la région de l'échine du serpent, Pagor va s'en mêler, etc. Et même si les nains sont pas encore impliqués, ils finissent toujours par l'être. C'est pas parce que c'est pas leur problème direct, ce conflit de territoire dans la terre franche de l'échine du serpent, c'est pas parce que ça les concerne directement qu'ils vont pas devoir se positionner et que la situation va être difficile géopolitiquement. Et donc l'aîné, qui est quand même beaucoup plus âgée que Brimain, qui est une jeune princesse, a dit bah voilà, l'état d'urgence justifie que ce soit moi qui prenne le trône, ma sœur est trop jeune. Il lui a coupé un peu l'herbe sous le pied, il a joué le macho quoi. Et donc Brimain Frise Charbon, elle a dit ça va pas se passer comme ça, je vais aller chasser le dragon. Et donc ils sont là pour les mêmes raisons que les PJ, chasser le dragon. Ils ont suivi sa trace, ils l'ont vu partir des montagnes cramoisies, partir vers l'échine du serpent, ils ont décidé de le traquer. Donc Brimain est accompagné par son bon vieux Brasir, qui a emmené tout du matériel pour faire un piège pour le dragon, et Frustre, c'est leur cuisinier, parce que quand même, une princesse, ça doit bien manger. Et Brimain, elle montre qu'elle a amené avec elle un javelot, un artefact puissant, tuer le dragon, qui honnêtement n'est pas assez puissant pour tuer le dragon, mais je vous explique tout de suite la mécanique du javelot que j'ai mise, c'est que Brimain, quand elle lancera le javelot, ça fera 4 des 4 explosifs dégâts. Donc explosif, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle jette ces 4 des 4, elle les additionne, et tous les 4 sur les 4 des 4, ils sont relancés, donc ils peuvent faire plus. Potentiellement, sur un des 4, vous avez quand même une chance sur 4 de faire le max, et donc il y a quand même de chances qu'elle fasse de bons dégâts pour entamer le combat ou achever le dragon, etc. Et ce que j'explique, enfin la manière dont je joue Brimain Frise Charbon, c'est montrer qu'elle est téméraire, un peu inconsciente, mais qu'elle est charismatique, que émane d'elle quand même une force et une grande confiance, et elle veut absolument que ce soit elle qui donne le dernier coup au dragon. Et d'ailleurs, quand les PJ disent « Mais pourquoi vous n'êtes pas venus plus nombreux? Le dragon, quand même, c'est chaud », elle dit « Non, si on avait été plus nombreux, j'aurais pu me faire voler la vedette, et je dois absolument prouver à tout le monde que c'est moi qui ai tué le dragon et que je mérite d'être la future reine des nains. » Et Frustre ajoute « Et en plus, quand on aura tué le dragon, je le cuisinerai et on le mangera !» Et donc, c'est des personnages rigolos, sympathiques, et surtout qui vont pouvoir donner un coup de main aux PJ. Donc là, les PJ, ils peuvent réagir comme ils veulent, et ils décident de dire on va bosser avec vous en fait. On va y aller ensemble, et ils donnent les infos qu'ils ont, ils disent voilà, il y a sûrement des kobolds, le dragon doit être près du temple et tout. Et donc toute cette bonne troupe part ensemble vers le temple. C'est dans ce temple que va avoir lieu un petit dungeon crawl que j'avais préparé depuis une semaine déjà. Je pensais qu'il viendrait plus tôt. Et je vais essayer de vous expliquer tout ça, quoi. Et il s'en est passé des choses. Donc ce que je leur explique, c'est que quand ils voient le temple au loin, alors là déjà je leur dis l'image n'est pas contractuelle, c'est une illustration que j'ai trouvée sur Pinterest, mais elle représente pas exactement la manière dont je me représente moi le temple dans ma tête, donc je le mets comme support, mais je leur explique avant à quoi ressemble le temple. Je leur explique que c'est un bâtiment qui est incrusté à même la montagne, et qu'en fait il n'y a pas beaucoup de parties du temple qui sont visibles de l'extérieur. Il y a juste une tour qui sort de la montagne, une porte qui s'enfonce dans la montagne, et quelques balcons, quelques entrées intermédiaires. Il y a un peu 3 niveaux par lesquels on peut entrer dans la montagne, et pour être clair en termes de gameplay, pour vraiment qu'ils comprennent ce à quoi ils ont affaire, je mets 3 index cards qui montrent les 3 entrées du donjon. Donc là, les PJ, ils hésitent un moment, est-ce qu'on escalade, est-ce qu'on machin et tout. Je leur décris qu'ils voient que l'ascension va être quand même périlleuse, et qu'il y a des oiseaux qui sont très très gros, qui sont pas monstrueux en termes d'apparence, mais qui sont monstrueusement gros, qui tournent autour de la montagne, de la tour. Et donc si escalade il y a, peut-être que ces oiseaux pourraient s'avérer agressifs. Aussi un détail qu'ils ont raté, parce qu'ils ont raté un jet de dés que je leur ai demandé, même si ils regardaient attentivement, c'était très difficile à voir, donc j'ai demandé un jet de dés. Un détail qu'ils ont raté, c'est qu'il y avait les traces d'une escalade précédente. Donc les PJ, ils se doutent, ils savent en fait que le temple
il y a des gens qui y sont entrés et qui ont volé des trésors au dragon, et que c'est ça qui a énervé le dragon. Mais là, ils auraient pu avoir des détails plus précis, ils auraient pu voir qu'en fait, les voleurs sont passés par l'extérieur et ont escaladé. Ils auraient pu voir des pitons, des trucs comme ça, et éventuellement une corde sur un des balcons, mais ils l'ont pas vu. Donc les PJ décident de passer par le rez-de-chaussée. Et à ce moment-là, je dis, parce que je veux laisser, entre guillemets, la possibilité aux PJ de ne pas se trimballer à nouveau des PNJ avec eux. J'ai pas envie que ce soit... En fait, moi, honnêtement, j'ai pas d'histoire en tête. J'essaye pas de set-up un truc, qu'il y ait une scène spécifique qui arrive à un moment donné. Et donc, j'essaye de créer des situations qui sont relativement souples et qui proposent surtout des challenges. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au dernier moment, là, quand Brima, elle voit le temple qui surplombe le groupe, elle dit « Je pense que vous devriez aller en éclaireur pour votre princesse. Et que moi, je vais rester là, et dans les histoires qu'on racontera, parce que, bien sûr, Méric, le barde, a dit après cette aventure, je pourrais devenir votre barde, etc. À votre cour, peut-être. » Et donc... elle dit, je pense que pour la chanson, ce serait cool que, en fait, dans l'histoire, Brima, elle soit restée dehors à surveiller 3 jours durant l'horizon pour voir si le dragon n'arriverait pas pour prendre à revers ses compagnons. Donc en gros, elle leur dit, j'aimerais bien que vous entriez en premier dans le donjon. Et elle leur dit, par contre, j'ai un corps de chasse et je le sonnerai s'il y a le dragon, comme ça vous serez prévenus. Donc les PJ, je sais plus ce qu'ils ont essayé de faire, est-ce qu'ils ont essayé de la convaincre ou s'il y a eu un jet de charisme, honnêtement, je sais plus, il est un peu tard. Mais en tout cas, le résultat... Au final, c'est que ils entrent dans le donjon sans la princesse, etc. Donc ils partent d'ici. Hop, je vais remettre des tokens. Vous voyez, j'ai une bibliothèque de 75 milliards de trucs à larguer pour pouvoir improviser. Je me suis fait j'ai 4 versions différentes des tokens, des monstres du bestiaire et tout. Donc ils partent en avant, ils laissent derrière eux la princesse. Je leur décris déjà la porte avec immédiatement un rappel thématique du serpent. Le serpent, il revient souvent dans la campagne, vous l'aurez compris. Et je leur dis, voilà, la porte du temple. Il y a une sorte de cobra qui la surmonte, ça pose l'ambiance. Et ensuite, je l'ai fait entrer. Là, ce que j'ai fait en termes d'immersion, alors je vais pas trop me faire galérer pour l'explication, hein, mais ce qu'il faut imaginer, c'est que eux, pour se guider, ils devaient allumer des torches et ils avaient un champ de vision qui est à peu près celui-ci. Hop là. Admettons, c'est leur gars qui porte la torche, bah voilà, ils se déplacent comme ça, les PJ. Donc, pour vous donner une idée, en fait, eux, ils voient dans le donjon, si je recule, ils voient presque rien en fait quand ils se déplacent dans le donjon. Hein. Honnêtement, il y a des endroits où il y a des torches et c'est un peu éclairé, mais sinon ils se déplacent comme ça dans le donjon quoi. Donc ça c'était assez cool. Feedback positif. Je leur ai demandé leur avis parce que honnêtement pour moi c'est plus difficile de savoir l'effet que ça fait en fait parce que moi je vois tout le temps tout. Donc je leur ai demandé ce qu'ils en ont pensé et ils ont kiffé parce que ça rappelait bien qui avait la torche. Parce que si j'avais juste éclairé les pièces à chaque fois en faisant et hop que je te monte une pièce, on perd un peu le côté qui est près de la torche, qui est loin de la torche et du coup ça force ça crée un enjeu sur est-ce qu'on allume plusieurs torches pour pouvoir se séparer ou non. Et pour la gestion des torches, ce que je fais c'est que quand ils allument une torche, on lance un D6. On additionne à ça 3, donc par exemple ils font 3 plus 3, et ben pendant 6 rounds de dungeon crawl, la torche est allumée et après elle s'éteint. Donc il y a une gestion de la ressource torche. Donc quand ils entrent, première chose qu'ils voient c'est un rat qui se fait manger par un serpent, toujours un rappel du thème du serpent pour que voilà, on se sente en fait, je pense que c'est important qu'il y ait un peu un thème dans un donjon, des sortes de motifs qui se répètent pour qu'ils soient marquants et qu'on s'en souvienne comme le donjon du serpent par exemple. Donc ils avancent comme ça, ils voient un rat qui se fait manger par un serpent, ils voient que c'est un ancien temple, il y a des colonnes brisées, des traces de la base de vieux bancs en pierre qui ont été détruits. Je leur explique aussi qu'il n'y a pas un décorum incroyable, ce qui montre que voilà, il n'y a pas un sens artistique particulier. Le lieu, voilà, je vais pas en dire plus, mais ils peuvent faire leur propre déduction vis-à-vis de ça. Et là, vous voyez que j'ai je vous montre un peu. En termes de prépa, j'ai des post-it, mais que les PJ voient pas, qui sont invisibilisés avec des rappels un peu de ce que je dois faire dans chaque pièce. Vous voyez ce que j'ai prévu et tout. Hop, je peux l'enlever maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé dans le donjon ? Bah, il y a Bauduin, tout en finesse, qui a crié « Y'a quelqu'un !» Et donc ça, ce que ça a fait, c'est que ça a tout de suite attiré... Attendez, il faudrait que je retrouve un petit token. Ah, faut que je fasse de la reconstitution historique de ce qu'il y avait avant qui traverse le donjon et qui détruise tout. C'est fou furieux. Ok, on est bon. Donc il crie « Y'a quelqu'un !» Et ils avancent comme ça tout doucement, c'était rigolo, ils bougeaient tous leurs tokens en mode « Attention, il y a une colonne, ne vous cognez pas ici !» Et donc comme il a crié, je dis « Vous entendez du bruit, vous avez tout de suite attiré l'attention. » Honnêtement, c'était tellement subtil que je me suis dit « Pas de jet de réaction pour cette fois-ci, normalement je fais des jets de réaction dans Shadowlark, je dis embuscade de kobold quoi. » Donc il y a un combat où il y a des gros dégâts quand même qui sont pris, en particulier par Méric qui se prend un javelot genre à 11 de dégâts dans la race.
Ils l'emportent, mais ça annonce tout de suite la couleur. Il y a un kobold qui s'échappe, un qu'ils arrivent à prendre en otage, et 2 qui sont abattus. Le kobold pris en otage, il l'interroge, il demande combien vous êtes, où est la flûte. Donc encore une fois, ils connaissent pas le langage des kobolds, donc je réponds avec un minimum d'informations. Et je dis qu'à chaque fois, ça leur prend beaucoup de temps. Et donc leur torche s'épuise quand ils font des interrogatoires de kobolds. Et donc ils apprennent qu'il y a un peu plus d'une dizaine de kobolds a priori, et que la flûte se trouve à l'étage. Donc ils décident de continuer à avancer. Ils arrivent ici, ils entrent plus ou moins dans la pièce de vie, on va dire, des kobolds. Ils découvrent un endroit un peu crasseux, il y a un râtelier, il y a des coussins, il y a des pots de chambre, c'est un peu le bazar, il y a une petite table de boucherie. Bref, le lieu de vie des kobolds qu'ils ont éliminé, qu'ils ont attiré et éliminé, c'est un peu on va dire le corps de garde de l'entrée du temple. Et ils découvrent une pierre, alors une roue en pierre qui est couchée de manière à jouer à la roulette entre guillemets dessus, mais qui ressemble à un vieux mécanisme, je leur décris. Ils voient alors pour pas que ce soit trop obvious non plus, je leur dis que ça a l'air d'être un vieux mécanisme et qui est utilisé pour jouer à la roulette et il y a des petites pièces d'or dessus et ça a suffi à leur détourner leur attention. Et ils ont dit on prend les pièces d'or et on avance. Donc ils l'ont pas récupéré. Ensuite ils avancent et là il s'est passé une anecdote mais qui est assez rigolote quand même pour être relatée. C'est que voilà, eux ils bougeaient des fois un peu sans que j'y prenne garde et on est sur Allbeer donc c'est pas un VTT ultra poussé en termes de fonctionnalité, et moi ça me va très bien, je cherche pas ce genre de fonctionnalité où je dois tracer les murs pour les ombres et tout. Par contre le risque c'est que des fois voilà, ils voient des trucs qu'ils étaient pas censés voir, mais c'est pas grave, moi j'improvise. À un moment donné ils voient un kobold qui normalement était un peu en embuscade, et en fait je vois ça et hop je leur tire vite fait et je leur dis, vous voyez un kobold qui disparaît, genre il passe dans le faisceau de la torche, enfin c'est pas un faisceau mais dans l'aura de la torche, et il disparaît. Et en fait, ça, à chaque fois, ils m'ont dit a posteriori que ça créait un côté... on se repère vraiment avec nos yeux de joueurs et on essaie de capter les petites infos et tout. En fait, je me suis dit, c'est un levier que je pourrais réutiliser peut-être à l'avenir. Donc là, ils découvrent un endroit qui ressemble, honnêtement, je vais prendre un peu de recul pour que vous voyez, c'est un délire un peu pont de Kazakh Doom, quoi. C'est-à-dire que je leur décris que c'est le vide total de part et d'autre du grand pont qui les attend devant eux. Et je leur dis qu'il y a des torches qui l'éclaire par intermittence, ce pont. Donc eux, ils voient ce que vous voyez là, en gros. Et ils partent en explos, genre tranquillou. Ils arrivent ici, pour avec leur otage. Hop, lui, il est plus là. Il va être ici pour après. Ils arrivent ici et je leur dis, voilà, vous tombez sur une obélisque dans un langage ancien. Et là, je leur dis, vous pouvez tous faire un jet d'intelligence difficulté 18, donc ce qui est quand même pas facile à avoir. Et si vous faites 18, vous avez des bases de cette langue. Sinon, c'est juste inconnu pour vous. Ils ratent tous, malheureusement. Je vais vous dire ce que ça aurait pu leur permettre de faire, même si les joueurs sont là... c'est pas grave. En fait, ça leur permettait de découvrir une sorte de petit poème que j'ai bricolé avec un peu de GPT, d'ailleurs. C'est ce dont je parlais dans une de mes dernières vidéos. C'est pas, enfin, un poème, c'est pas à proprement parler un poème, c'est plus une sorte de prière. Et en fait, il y a des trous un peu dans la prière, et s'ils trouvent le bon mot à la fin, et honnêtement, il y a pas le mot est pas forcément évident, donc je partais du principe de base, c'est pas des rimes simples, on va dire. Je partais du principe de base qu'ils pourraient avoir plusieurs essais, que ça pourrait leur faire perdre du temps d'essayer plusieurs fois. Mais s'ils réussissaient à le faire, s'ils arrivaient à compléter le texte, ça faisait apparaître un petit serpent spectral qui venait se nicher dans leurs mains, et qui aurait pu leur servir à quelque chose, mais ça, par contre, je vais pas leur dire à quoi ça sert, parce qu'ils ont pas découvert ça. En tout cas, ils passent à côté de cette opportunité. Ils ont pas un groupe très intelligent, il faut dire. Et je vais pas faire des défis qui sont forcément adaptés à leurs stats. Ensuite, là, ils voient un gros pot qui apparemment servait à réceptionner du sang pour faire du boudin. Honnêtement, on peut en douter ici. Mais bon, voilà, ils savent pas à quoi ça sert. Par contre, je leur dis que voilà, il y a un grand trou et que potentiellement on pourrait faire tomber ce grand truc au fond. Peut-être que ça servait à verser quelque chose, on ne sait pas. Hein ? On ne sait pas. Honnêtement. Et ils avancent. Et finalement, je finis par leur dire que quand ils arrivent à peu près ici, au niveau de cette... ils voient réapparaître des kobolds qui s'approchent et qui parlent en kobold. Et donc ils essaient de comprendre grâce à leur traducteurs qu'ils ont capturés. Et ce qu'ils comprennent, c'est qu'en gros, les kobolds les mettent en garde, leur disent de partir. Ni une ni deux, nos PJ qui sont un peu à cran et qui ont déjà épuisé plusieurs torches, ils se montrent agressifs. Leur gars dégaine son arbalète, voire complètement son tir, rate les kobolds et les kobolds s'échappent. Les kobolds sont venus les avertir, c'était leur dernière chance pour faire demi-tour. À partir de ce moment-là, je déclenche un de mes petits combats designés un peu de manière rigolote. C'est qu'il y a un tireur d'élite kobold, une sorte de commando. Il est un peu stylé, il a un arc trop grand pour lui, il est super agile et il a un très beau token. Et il leur tire des flèches en fait, au bout desquelles il y a des sortes de sacs de sable, des grands traits. Et en fait, son objectif c'est de les faire tomber.
Et s'ils tombent, honnêtement, les PJ, ils voient pas le fond du trou. Donc c'est bien pire que de se prendre une flèche. Et donc là, va avoir lieu un combat où il y a quelques moments iconiques un peu forts que je vais vous résumer. Plusieurs fois, il y en a qui vont manquer de tomber à cause des flèches. En fait, dans ces cas-là, en gros, la flèche, c'est un jet de dextérité pour pas tomber. Et si on rate, on se retrouve suspendu, il faut que quelqu'un vienne nous aider. Et si la deuxième fois qu'on fait un jet de dés, on rate, on tombe. Et s'ils étaient tombés, il aurait pu leur arriver quelque chose de particulier. Mais je ne vais pas en parler parce que les PJ ne savent pas. Je pense que une fois qu'ils auront bien avancé ou que la campagne sera finie et tout, peut-être j'essaierai de reprendre un peu ces donjons, essayer de repasser dessus, montrer un peu des idées auxquelles j'avais pensé, mais là j'essaie de rester à ce que les PJ savent. Donc rapidement, les PJ adoptent une stratégie un peu particulière, c'est celle de zigzaguer en fait, et de courir de torche à endroit noir pour, vous voyez, gêner le tireur. Ce qui était une excellente stratégie. C'était pas designé d'avance, l'idée que il y a des zones d'ombre et des zones de torche, c'était pas designé d'avance pour être un puzzle stratégique, mais j'ai trouvé l'idée très très cool. Et en fait, je vous invite à faire ça en combat, honnêtement, à pas toujours penser le combat en mode tel objet que j'ai mis dans le combat va pouvoir servir à faire ça. Là, il y a des rochers, c'est pour les faire tomber sur le monstre et tout. C'est pas une mauvaise idée en soi de penser un peu game design de jeu vidéo, entre guillemets, mais juste en mettant des trucs et en laissant les PJ avoir de l'interactivité avec, en fait, ils vont entre guillemets créer leur propre puzzle, j'ai envie de dire, et leur propre tactique, et c'est ça qui est cool. Il y a ce côté-là où ils courent, etc., ils passent de zone d'ombre en zone d'ombre, ils font des zigzags, donc je leur dis qu'à partir de ce moment-là, ils ont des avantages pour éviter les flèches du bousin. Et il y a quand même un autre truc, un moment très clutch, parce qu'en fait, à la base, le tireur d'élite, il était là, il avait tiré sur eux quand ils étaient ici, et en fait, Baudouin, il court pour l'arrêter, parce que je dis, lui, il prend une tyrolienne et il va aller plus loin. Et en fait, voilà, sur mon stickers, ici, c'était écrit chute mortelle, difficulté 12, pour pas tomber quand on se fait tirer dessus. L'archer va s'amuser avec eux. Chaque tir, et la suite de la mécanique, je m'en suis pas servi. J'avais écrit dégâts plus constitution pour tenir. Ah oui, c'était peut-être... J'étais en mode si personne vient t'aider pour te tenir en attendant que quelqu'un vienne te sauver, c'est un jet de constitution. Mais honnêtement, j'ai pas respecté ma propre règle ici. J'avais pas relu complètement en post-it, je savais ce qui devait se passer dans la salle. Donc en fait, voilà. Lui, il avait un peu ses petites tyroliennes et hop, il va se barrer comme ça pour pouvoir retirer de plus loin et continuer à harceler les PJ. Baudouin, il dit je rush, j'essaie de l'attraper. Il rate, et ensuite Baudouin il va dire je prends la tyrolienne. Et là honnêtement pour moi c'est du pain béni, parce que moi je joue les méchants qui sont intelligents, donc je suis pas sans pitié, je suis impartial le plus possible et j'essaie de montrer un monde dans lequel il se passe des choses. Quand les ennemis peuvent saisir un avantage tactique, ils s'en saisissent et donc ils essaient de couper la tyrolienne. Et là je dis à Baudouin, bah tu vas faire un jet de dextérité de fou furieux mon pote, pour sauter au dernier moment alors que la tyrolienne finit de se détacher, profiter de ton élan et te réceptionner. Il a réussi, je crois, en utilisant des lock tokens, etc. Il a réussi, mais honnêtement, il aurait pu mourir là-dessus. Il y avait de grandes chances qu'il meure là-dessus. Il arrive de l'autre côté, il pousse un kobold dans un trou. Et ça, c'était un petit avantage tactique qu'honnêtement, peut-être j'ai donné un peu trop gratuitement. Parce que je vous rappelle qu'une des mécaniques des kobolds, c'est qu'ils ont peu de points de vie, mais la première attaque contre eux, ils peuvent toujours l'esquiver. Donc en fait, il faut les taper 2 fois. Donc les attaquer directement, c'est moins efficace que de les jeter dans le trou. Et j'avoue, je l'ai un peu dit de manière assez frontale aux joueurs, ça peut être une stratégie que tu peux utiliser, si tu le souhaites. Mais c'était pour montrer qu'il y avait des possibles aussi, parce que sinon on peut vite tomber, le joueur peut vite tomber dans le fait de bah, j'attaque. Et là je lui dis, tu sais, tu pourrais les jeter. Et il a dit, ok, je vais les jeter. Et donc il jette des kobolds dans le trou. Et il finit par se défaire de ce kobold-là. Les PJ remportent le combat. Ils continuent de progresser, ils finissent par arriver ici. Donc là, je leur décris en fait un immense ascenseur. Donc là, je reste toujours dans ma thématique de serpent. Donc la manière dont je décris l'ascenseur, c'est pas vraiment un ascenseur en soi. C'est un escalier en colimaçon en roche, mais qui s'enroule autour d'une colonne plus fine qui fait comme une sorte de tube ou de cylindre, quoi. Et je leur montre qu'il y a une sorte de mécanisme à côté, et qu'a priori, si on active le mécanisme, l'escalier va s'enrouler et peut monter et descendre le long de la colonne, comme un serpent qui s'enroule autour d'un tuyau ou d'un tronc d'arbre. Donc là, ils comprennent qu'il leur manque un bout du mécanisme, de l'engrenage, qu'ils ont laissé derrière eux, et donc ils vont faire demi-tour, tout en passant par de nouvelles pièces en soi. Ils font pas vraiment demi-tour, mais ils font la boucle en fait, ils continuent le long du pont, et ils réalisent qu'ils ont fait une boucle. Là, ils découvrent une pièce, donc ils ont pas trop compris exactement l'usage. Il faut dire que c'est un donjon très très ancien et très très cryptique. On peut pas comprendre toute la raison d'être du donjon, honnêtement. Hop là, je supprime parce qu'il y a du spoil. Je fais confiance à personne. Ils peuvent pas comprendre la raison d'être du donjon, honnêtement, sans l'explorer de fond en comble. Et il y a pas mal de choses à découvrir. Vous voyez, je fais un petit dézoom pour vous donner une idée de tout ce qu'il y avait à explorer. Il y avait pas mal de choses. Hein, hop. Honnêtement, et ils ont pas du tout exploré. En tout cas, les infos qu'ils ont sur cette salle, c'est qu'il y a une sorte de table
de pierre sur laquelle il y a le symbole du serpent qui est tracé, des menottes et une sorte de longue rainure. Il y a aussi des calices par terre. On a laissé du matériel en vrac. Et ils interrogent d'ailleurs les kobolds qu'ils ont en otage pour savoir à quoi sert cette pièce. Et les kobolds disent qu'ils savent pas. Ce qui permet au PJ aussi de commencer à faire le lien avec le fait qu'en fait le lieu n'appartient pas forcément aux kobolds. Finalement, là on fait un peu en ellipse, je leur dis ça vous coûtera 3 rounds, donc ça épuise un peu leur torche. L'ellipse, oui, ils retournent dans la pièce, ils récupèrent l'engrenage, ils reviennent, ils activent l'ascenseur. Vous remarquerez peut-être si vous êtes des joueurs de Shadow Dark qu'ici j'avais pas mis de rencontre aléatoire dans ce donjon. Alors il y en avait, mais j'ai pas mis de jet aléatoire pour savoir si, elles arrivent. En fait, c'est plutôt que j'avais des rencontres que je gardais sous le coude pour mettre de la pression. Elles étaient pas aléatoires du coup, mais elles étaient facultatives. J'en avais quelques-unes dans ma manche, là j'ai pas senti le besoin de m'en servir, surtout qu'en fait, faut savoir qu'au-delà des torches, il y a une horloge, il y a quand même une pression du temps supérieure aux torches, qui est l'arrivée du dragon. Parce que j'ai tiré, au moment où ils sont entrés dans le donjon, un des 10. J'ai fait un des 10 plus 10 pour savoir le nombre de rounds d'exploration au bout duquel le dragon allait arriver. Et j'ai fait 1 sur mon D10. Donc honnêtement, je me suis dit, il y a déjà assez de pression, on va pas avoir besoin de déclencher des événements pour leur botter les fesses. Ils prennent l'ascenseur et ils se retrouvent au premier étage. Donc là, au premier étage, je leur explique qu'ils découvrent une pièce où il y a une sorte de pentacle ou de septacle, je sais pas comment on dit, en selle, par terre. Il y a un escalier en bois, en colimaçon qui monte, qui est distinct de l'ascenseur qu'ils viennent de prendre. Et pour la petite anecdote, en fait, les kobolds, eux, ils escaladent très très bien, ils ont pas besoin de l'ascenseur. Si vous vous demandiez pourquoi il y a un ascenseur cassé dans le donjon, parce que oui, il y a des kobolds aussi à cet étage. Bref, je fais pas les choses dans le bon ordre. Donc Bauduin, lui, dans l'exploration, il va voir ici, vers les fenêtres, parce que je leur décris qu'il y a des fenêtres qu'ici ils ont plus besoin de leur torche, donc ils peuvent l'éteindre et l'économiser. Et ils voient qu'il y a une sorte de petit balcon qui donne sur le vide et en contrebas sur la compagnie des nains, hein, qui sont en bas et qui font « Oh, vous avez réussi à monter, super. Alors, c'est dangereux ?» Et je lui dis qu'ils découvrent une corde. Et donc là, ils captent que très certainement les voleurs de la fois précédente sont grimpés par ici. Donc Baudouin leur jette la corde pour les aider à monter. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive aux 11 rounds et que je dis alors que tu jettes la corde. Et donc encore une fois, là c'est... Alors j'étais plus sûr, honnêtement, et je l'ai même dit aux joueurs, j'étais plus sûr de mon tracking. J'avais 2-3 torches à traquer en même temps. Leurs actions... On respecte pas toujours une procédure ultra précise de tour de table, genre pour mesurer le temps qui passe. Donc des fois, il y a un peu d'approximation quand même de ma part. J'étais un peu gêné au moment où j'ai dit que le dragon allait arriver, parce que je me dis, peut-être il aurait dû arriver un round d'avant, un round d'après. Honnêtement, pour les PJ, ça change rien. Ils s'en seraient pas rendu compte, j'aurais même pu ne pas traquer ça et faire tout de manière arbitraire. Et je leur ai partagé ce fait-là, ils m'ont dit, bon bah nous, on s'en est pas rendu compte. Mais moi, j'étais pas tout à fait satisfait de mon tracking. Je diverge trop. Au moment où il jette la corde, c'est le moment où le dragon arrive. Donc là, le problème tout de suite que je me dis dans ma tête, c'est ça va être très compliqué pour eux, parce qu'ils vont pas pouvoir profiter du piège éventuellement de Brazir. Parce que Brazir, on est plein de matos pour poser un piège pour le dragon, mais il peut pas l'installer en 2 temps 3 mouvements. Un piège pour un dragon, c'est fatos. Donc là, ils vont être dans la merde, je le sais déjà. Donc eux, ils commencent à grimper. Là, t'as Bauduin, il fait « Oh là là, il y a un truc énorme qui arrive !» Et je dis « Le dragon, il arrive à l'horizon. » Les autres, ils se mettent à explorer le plus vite possible. Est-ce qu'il y a des trucs ? Donc lui, il y en a un qui va voir ici. Il voit qu'il y a un ancien pigeonnier. Ok, bon, super. Il y en a un autre qui vient jeter un coup d'œil par cette arche. Il voit qu'il y a une sorte de terrasse ouverte vers l'extérieur avec un autre pentacle en forme de tracé avec du sel. Et à ce moment-là, moi, je sais depuis le début qu'ils sont arrivés qu'il y a un énorme serpent. Je vous en explique pas la raison. Les PJ ne savent pas pourquoi il y a cet énorme serpent. Il y a un énorme serpent qui se cache ici. Et j'avais prévu dans ma tête que si ils faisaient rien quand ils arrivaient, qu'il restait plus d'un round comme ça, un ou 2 rounds à rien foutre, le serpent allait se mettre en chasse et le serpent sort par la porte. Donc là, ils ont le dragon et le serpent en même temps. Je vous passe un peu les détails exacts du combat. Il y a plusieurs échanges de coups, ça se déplace. Il y en a un qui se fait attraper par le serpent, il s'en libère, tout ça. Il y a des dégâts qui sont échangés quand même. L'orga est pas bien. Il y a un des PJ aussi qui va venir courir par ici, voir s'il n'y a pas une cachette. Il découvre un endroit plutôt cossu avec du parquet et tout. Et un kobold qui est dans un cercle de sel. Donc ça, c'est un indice sur l'usage du cercle de sel. Je vous laisse deviner l'usage. Quoique les PJ... Alors, ils l'ont pas vérifié, empiriquement, ça. Mais ils l'ont plus ou moins deviné, donc je vais le dire maintenant. Le cercle de sel permettait d'éviter le serpent. Quand on est dans le cercle de sel, le serpent ne peut pas nous attaquer. Je vais pas expliquer, par contre, pourquoi il y a le serpent et pourquoi il y a les cercles de sel et pourquoi il y a ce système. Mais voilà.
il voit le kobold qui reste dans le cercle de sel parce qu'il sait qu'il y a le serpent. Et il se retrouve d'ailleurs pris entre le serpent et le kobold, en l'occurrence. Notre pauvre Nathias, à un moment donné, il va manquer de crever tout seul avec le serpent. Ils se battent qu'à deux dans la pièce et personne lui vient en aide. Pourquoi ? Parce que le dragon arrive, tout simplement. Et ça captive l'attention de tout le reste du groupe qui fait plus gaffe à Nathias. Donc je décris le dragon qui arrive, genre... Il débarque sur la terrasse, le truc est colossal. Donc là, la réaction qu'on aurait pu attendre de Brima, c'est que voilà, elle se dit c'est mon moment, je vais tuer le dragon. Mais j'avais envie d'appuyer la stupéfaction et le fait d'être impressionné quand le dragon arrive. Et donc Brima, en fait, juste se retrouve paralysée de peur, nez à nez avec l'énorme dragon. Et là, j'ai fait un jet de réaction pour le dragon parce que j'allais pas faire un truc de bâtard, genre en mode le dragon arrive, il fait son souffle de feu. Honnêtement, ça aurait pu tuer tout le groupe en un coup. Quand je mets des énormes monstres comme ça tôt dans la campagne, je reste souple sur les appuis. Je suis pas là en train de dire bah voilà, vous allez affronter le dragon et vous êtes mort. Le profil du dragon, je vous le montre. Les PJ ne regardez pas, j'attends que vous partiez, je vous montre vite fait. Si vous voulez vous faire une idée, ceux qui regardaient la Shadow March, les PJ gardez ça secret pour vous. Mais voilà le bébé un peu. Donc par rapport à du DD5, on est d'accord, c'est pas très impressionnant, mais en termes de chiffres de Shadow Dark, c'est énorme. Hein, surtout ce qui se trouve ici, là, vous voyez, ça ne pardonne absolument pas. Hein, ça, là. Donc le dragon, honnêtement, en combat, c'est hardcore, c'est pas impossible. Honnêtement, vous voyez aussi ici, c'est pas complètement inaccessible ça comme genre de chiffre, n'est-ce pas ? Ça non plus, ça peut se faire. Mais en termes de capacité offensive, c'est chaud. Je fais mon jet de réaction pour le dragon et je tire suspicieux. Donc en fait, là, je donne une chance au PJ d'expliquer la raison pour laquelle ils sont ici. Donc là, tout le monde y va de son argument, je donne une chance à tout le monde de parler, et ensuite, je fais jeter les dés de l'argumentation au premier qui a parlé, c'est-à-dire Bauduin, donc qui est honnêtement pas le mec le plus charismatique, mais il a un avantage parce que toute la team est là derrière lui à dire « Oh, vénérable dragon, oh, vous êtes si beau, vous êtes si majestueux, ah !» Et donc Bauduin réussit son jet de dés, il me semble... Je pense qu'il réussit du premier coup, il n'y a pas de lock token qui parle là-dessus. Et pour moi, l'enjeu de ce jet de charisme, c'était de savoir s'il se faisait pas cramer immédiatement. Donc c'était quand même un jet clutch. Et ça, j'essaye de le faire pas mal en fait. C'est pour pas... quand la situation est ultra tendax, plutôt que de demander 15 000 jets de dés aux joueurs pour leur montrer à quel point la situation est dangereuse et difficile et qu'il faut faire plein de jets de dés pour réussir parce que c'est dur. Non, ce que je fais, c'est que j'essaie de rendre chaque dé décisif en fait. C'est-à-dire que quand il y a le jet de dés, c'est vraiment tu réussis, le dragon est prêt à écouter un peu votre plaidoyer, tu rates, le dragon fait son souffle de feu. Si décider de fuir le dragon par exemple, je ferais pas une course-poursuite. Je pense que ce serait un peu trop pénalisant pour les joueurs parce qu'ils sont face à des puissances qui sont énormes et ça fait partie du bac à sable. Donc en fait je préférerais jouer sur un seul jet de dés, pas trop difficile, pas trop rehausser la difficulté, genre en général je vais jongler entre 12 et 15, ce qui en réalité est quand même déjà difficile, mais je vais pas mettre un jet de dés genre 18 parce que c'est un dragon et donc c'est quasiment impossible de le fuir, vous voyez. Je vais mettre un jet de dés quand même difficile, 15 c'est chaud, hein, avec un D20 de faire plus. Alors bien sûr vous avez vos stats, mais en fonction de la stat qui est testée, c'est chaud. Et en fait, c'est vraiment, le jet est décisif. Tu rates, tu te prends le souffle du dragon, tu réussis, tu fuis. Fin de la scène. Le dragon te poursuit plus. Bon. Et en fait, ce qui est cool avec ça, c'est qu'au lieu de faire des longues scènes qui dépendent de plein de GD, etc., ça ancre vraiment une tension importante et le GD, voilà, ça montre la dangerosité de la situation sans pénaliser les PJ en, par exemple, devant faire, s'ils devaient fuir le dragon, jouer la course-poursuite round par round, on traverse les pièces, le dragon détruit la pièce suivante, etc., etc. On fait une sorte d'ellipse clutch. C'est comme ça que je le gère. Bref, longue pause explication. Donc là, le GD, ça leur permet de gagner du temps et de faire un plaidoyer. Et pendant longtemps, ils vont parler au dragon, etc. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pas mal s'écraser et montrer aux dragons leur respect. Donc ça, c'est quelque chose qu'en termes de roleplay, j'ai récompensé. Honnêtement, il y a d'autres arguments où j'aurais pu demander un nouveau jet de dés tout de suite pour convaincre le dragon, étape par étape pour avancer dans la conversation, en fonction de ce qu'on lui demande. Le fait qu'il soit très révérencieux envers le dragon, pour moi, ça a été le player skill qui a parlé ici. Et je leur demandais pas de roleplay particulièrement bien le fait d'être révérencieux, mais d'avoir l'idée d'être révérencieux, tout simplement. Et donc ils expliquent aux dragons qu'en fait ils ont plus ou moins un objectif commun, puisque eux aussi ils cherchent la flûte, et ce qui énerve le dragon c'est qu'on lui ait volé une flûte. Donc ça leur permet une sorte de mini-exposition où le dragon se pose et leur accorde quelques explications que ce temple en fait dans lequel il se trouve, c'est un ancien temple des Vipérides. Là les PJ savent pas ce que c'est les Vipérides, il leur explique que c'est une ancienne civilisation, enfin plutôt une ancienne race puissante,
mauvaise, immortelle, qui est censée avoir disparu, mais qui est tout à fait capable de se cacher parmi la population humaine. Et ce temple, c'est un ancien temple à eux dans lequel il y a certains de leurs trésors et artefacts, et lui, il veille à ce que personne ne vienne chercher ces artefacts qui sont dangereux, et la flûte fait partie de ces trucs-là. C'est ça qu'il leur explique. Et du coup, il dit... Je pense que les Vipérides sont de retour et qu'ils ont envoyé leurs sales serviteurs faire le sale boulot et cambrioler ce temple pour récupérer certains de leurs anciens artefacts. Donc ça, c'est une révélation assez forte pour les PJ. Ils peuvent pas se permettre de poser 50 000 questions au dragon et de tester sa patience. Donc ils peuvent pas creuser indéfiniment avec le dragon le sujet Vipéride. Surtout que le dragon, la plupart du temps, botte en touche certains de leurs arguments en disant « Pourquoi je parlerai avec vous? Vos vies sont si courtes et futiles. » Pareil, à chaque fois qu'il pour appuyer ça, à chaque fois qu'il disait « Est-ce que vous connaissez un certain machin, un certain truc ?» Il disait « Je ne prends pas la peine de retenir le nom des humains, ça n'a pas d'importance. » Et je montrais aussi à chaque fois dans la description pour montrer la puissance. Alors déjà, je prenais une voix comme ça. Bonjour, vous faire ici. On était plutôt sur un délire comme ça. Et je montrais aussi à chacun de ses gestes pour accentuer la puissance. À chaque parole qu'il prononce, il fait un geste anodin, genre il bouge la patte et ça détruit à moitié un truc. Quand il rigole, quand il a une respiration, il y a des flamèches qui sortent pour toujours rappeler sa puissance et le fait qu'il faut le prendre avec des pincettes. Donc je pense que les PJ ont pas mal kiffé la conversation. Par contre, un truc qui a été plus tendax, c'est la manière dont c'est fini la conversation. Donc à la fin, le dragon, il leur dit « Je voulais faire un dernier jet clutch de conversation, entre guillemets, que ce soit pas gratos, la conversation avec le dragon. » Il a bien compris qu'ils étaient pas forcément mauvais, mais il a besoin de preuves. Il leur dit « Vous avez quand même tué certains de mes kobolds, n'est-ce pas ?» Ça a pas l'air d'avoir une grande importance pour lui, mais il s'en sert comme argument pour leur dire « Voilà, je suis pas sûr que je peux vous faire confiance. Ça reste des serviteurs misérables qui m'importent assez peu. » Mais quand même, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est soit que mes kobolds n'ont pas fait leur taf, soit que vous êtes passé sur le corps de mes serviteurs. Donc, si vous voulez que je vous laisse partir, il va falloir qu'on fasse un deal. Vous allez devoir aller chercher la flûte, ça c'est une première chose, et surtout vous allez devoir me laisser une garantie. Ici, c'est pas tant le dragon qui a vraiment besoin d'une garantie, c'est le dragon qui veut asseoir sa puissance. C'est une créature titanesque, ancienne, qui peut-être a une sagesse ancestrale, beaucoup de connaissances et une énorme puissance physique, mais aussi très orgueilleuse. Et donc elle leur demande une garantie pour les laisser partir. Et là, les PJ, ils savent pas trop quelle garantie donner. Petit suspense sur ce qui va se passer ensuite. Pendant toute cette scène, en fait, Nathias, il se bat avec le serpent, il est en galère. Et il y a Frustre. Frustre qui arrive, le petit nain, l'enfant nain, cuisinier, qui arrive et qui tape avec une casserole sur le serpent en disant « Lâche-le, lâche-le !» Ça marche pas du tout, jette les dés, ça marche pas. Et Nathias, il utilise son pouvoir pour faire fuir le serpent. Son fameux pouvoir de terreur, et le serpent se met à paniquer, et Nathias va pouvoir rejoindre le groupe. C'était juste histoire de vous faire languir encore un peu, de vous faire perdre un peu de temps. Ce qui se passe du coup, c'est que Bauduin, fils de Baudouin, avait juré, vous vous souvenez, de tuer ce dragon. À ce moment-là, il nous l'a dit en feedback après, il a longuement hésité à le faire. Il hésitait en termes de joueurs stratégiquement. Là, on a plus ou moins le dragon dans notre poche, et il y a peut-être un bon deal à trouver si on réfléchit 5 minutes. Il hésitait en tant que joueur à faire ça, à se mettre au service du dragon, à créer une relation avec le dragon, ou à être dans la peau de son personnage. Et il a hésité, il avait peur de couper l'herbe sous le pied des autres, parce qu'il y avait une négociation avant. Et finalement, tout le monde a trouvé que c'était complètement cohérent ce qu'il a fait. Il décide de demander en duel le dragon. Il l'avait juré. Et à ce moment-là, ça déclenche un truc que je pense j'avais assez fait de foreshadowing de ça en amont. Ça déclenche l'attaque de Brimain. Quand Brimain, elle entend que Bauduin s'apprête à faire un duel avec le dragon et entre guillemets à lui voler la vedette, à lui voler son histoire, sa légende, elle dit « Certainement pas !» Elle a repris son courage entre-temps. Sur le coup, elle était stupéfaite par le dragon, mais là, elle s'est ressaisie, elle fonce, elle balance le javelot dans la gueule du dragon. Pour moi, c'était évident que c'était ça que Brimain devait faire. Elle pousse les PJ, elle fait « Non, il est à moi !» Je balance les dégâts, ça fait 11 points de dégâts au dragon. C'est nettement pas suffisant pour le tuer, ça ne fait que déclencher sa rage. Il tape des pattes comme ça et fait s'effondrer l'ensemble de la terrasse. Jet de dextérité pour tout le monde. Tout le monde réussit, arrive à se jeter à l'intérieur sur la corniche, sur ce qui reste du bâtiment qui est en train de s'effondrer, sauf Bauduin, fils de Bauduin. Le dragon plonge en faisant s'effondrer la terrasse. Bauduin plonge avec lui. Là, je dis à Bauduin, tu choisis, tu me décris la manière dont tu veux essayer de te sauver de cette situation. Je vais pas te demander une caractéristique en particulier pour faire ton jet de dés. Si t'as envie de faire un jet sur la force, parce que la force est ta meilleure stat, tu me justifies comment tu sers de ta force. Bauduin, il dit, je calcule pour essayer de tomber sur le dragon, et j'essaie de m'agripper au javelot de toutes mes forces quand je rattrape le dragon, un peu comme Gandalf qui tombe avec le balrog. Il fait le jet de dés, échec.
Je dis à Bauduin, je balance 5 des 6, il prend 21 points de dégâts, un truc comme ça, il tombe à 0 points de vie. Le dragon, bien sûr, lui, il ne chute pas au dernier moment. Il déploie ses ailes en rasbot, il part en contrebas et il prépare son demi-tour pour revenir vers le temple, en battant des ailes bruyamment. Bauduin s'écrase en bas et tous les gravats s'effondrent sur lui. À ce moment-là, moi, je me dis, Bauduin est mort. Et là, je peux vous dire que tout le monde est un petit peu... C'était un peu particulier quand même. Personne n'avait envie que Bauduin meure. Heureusement, Bauduin, c'est un pit fighter. Et le pit fighter, on y reviendra dans les vidéos Shadow Dark sur les classes et tout. Le pit fighter, honnêtement, c'est increvable ce bordel. Et moi, je pensais que Bauduin était mort parce que moi, je me souvenais plus des mécaniques du pit fighter. Honnêtement, je laisse les joueurs gérer leur truc. Là, il me dit, attends, il relie sa personnage. Malinx le lynx. Dans ce genre de situation, on le ferait tous pour voir s'il n'y a pas un truc qui peut nous sauver. Il lit, il dit, ok, j'ai une capacité relentless. Ça fait que 3 fois par jour, quand je tombe à 0 point de vie, je peux essayer de faire un jet de constitution. Et si je réussis ce jet de constitution, je reste à 1 point de vie. Aussi, comme il est pit fighter, il a avantage à ses jets de constitution, notamment sur cette capacité. Donc là, il a 6 jets de constitution à faire, consécutifs. Il doit faire 18 ou plus avec les 6 jets pour rester à 1 point de vie. Donc c'est ultra fort. C'est un peu la capacité du demi-orc dans D&D 5ème édition, mais en conditionné par la chance quand même. Il y a un jet de dés derrière, mais par contre 3 fois par jour. Donc si on réussit le jet de dés, qui reste difficile, 18 c'est chaud. Il fait ses 6 jets de dés, il échoue à tous. Et en fait, derrière, il y a une autre mécanique. Quand vous arrivez à 0 point de vie dans Shadow Dark, vous jetez un D4, vous ajoutez votre modificateur de constitution, et c'est un timer qui est lancé, c'est le temps d'agonie que vous avez, où vous pouvez survivre. Pareil, il a du coup 4 tours d'agonie, il jette. En même temps, il y a Nathias qui aura couru, il sera allé chercher la corde, il jette la corde, et il saute en mode pompier pour rejoindre Bauduin et venir le déterrer et tout. Enfin, tout le monde essaye le truc de la dernière chance. Et ce qui va se passer, c'est que Bauduin, déjà, alors il y a des jets un peu de sauvegarde contre la mort dans Shadow Dark qui sont beaucoup plus durs que dans Donjon Dragon, puisqu'il faut faire 20 pour se relever. Et donc Bauduin, il va réussir au dernier round de son jet de sauvegarde contre la mort, entre guillemets. Surtout qu'il a aussi une amélioration de jet de sauvegarde contre la mort avec sa classe. Donc honnêtement, quand je vous dis que la classe est increvable, c'est vraiment ça sa spécificité, c'est qu'elle a que des trucs pour survivre, cette classe. Pour être imbutable. C'est pour jouer Conan, quoi. Il a quelques côtes fêlées, il est sous les gravats, mais il survit. Et Nathias va faire un jet de médecine en plus en dernière minute pour le stabiliser. Il va faire que Bauduin ne va pas mourir, mais il a 1 point de vie en contrebas du temple avec Nathias. Et à ce moment-là, c'est là que l'épisode se termine. Je dis, le dragon finit de faire demi-tour. Il arrive devant le temple, il remplit sa gorge de flammes et il arrose totalement d'une énorme vague de flammes le temple. Fin de l'épisode de Shadow March. Et de fin de session pour les joueurs, quoi. Et c'était chaud. Et c'était la prochaine fois, on va commencer sur une situation critique. Je pense que je vais voir ce qu'ils vont faire. Je sais pas encore ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont fuir. Hein. Je suis pas fou. Enfin, ils sont pas fous. Ils ont raté. Il y a plein de trucs à découvrir encore. Ils ont complètement grillé la carte, pour le moment en tout cas, de se faire un allié du dragon. Parce que le dragon, honnêtement, il va pas faire la différence entre la princesse qui jette un javelot et les PJ. Hein. Il va tous les mettre dans le même panier. C'est des fourmis pour lui. Ça veut pas dire que plus tard, ils pourront pas se faire un ami du dragon. On sait pas. Ça veut pas dire qu'ils vont pas le recroiser, pouvoir le tuer dans d'autres circonstances. Mais là, je pense qu'ils vont fuir, hein, honnêtement. Et je pense que je vais pas leur faire un jet difficile pour fuir. Il y aura un petit jet de dés, peut-être même un petit jet où l'enjeu, c'est pas tellement de savoir s'ils survivent. Parce que j'ai envie que ce soit facile de fuir. Je reviens pas sur ce que je disais avant. J'ai envie que ce soit facile de fuir dans le jeu. En particulier quand c'est pas encore mis dans la merde jusqu'au cou. C'est-à-dire que si vous entamez un combat, qu'au bout de 3 rounds, vous commencez à comprendre que vous perdez le combat, et que vous décidez de fuir, je pense en termes d'arbitrage que je rendrai la difficulté plus forte. Mais si, par une action qui est pas en plus entièrement de votre ressort, c'est-à-dire que l'attaque de Brimain, qui a un sursaut d'orgueil, c'est pas une décision des PJ de déclencher le combat. En fait, lui, Bauduin, il voulait créer un duel pour pas faire courir de risque aux autres. En soi, c'était ça son intention de base. Donc en fait, là où je veux en venir, c'est que si les PJ sont vraiment sur l'offensive, ils en payent les conséquences et la fuite sera pas forcément facile. Mais s'il y a un combat qui leur tombe un peu dessus, ou qui décide très tôt, lorsqu'ils voient une menace, de s'en écarter, le GD sera pas difficile. Donc pour fuir, le GD sera pas difficile. Je pense honnêtement que je vais pas demander une grosse difficulté. Par contre, s'il le rate, il le rate. J'espère que c'est clair en termes d'arbitrage, que vous voyez comment je réfléchis. Je multiplie pas les jets. Vous voyez, il y a une tendance des fois à faire, bon là ils ont raté le jet, j'aurais aimé qu'ils réussissent, donc je vais leur demander de refaire le jet. Moi j'évite de faire ça. Quand le dé est lancé, il est lancé. Par contre, dans la difficulté du jet, je pondère vraiment l'intention qu'avaient les PJ. Là, ils voulaient pas affronter le dragon de base, donc fuir, ce sera pas difficile.
Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. En tout cas, cette séance, elle était très cool. Honnêtement, moi, de mon côté, en tant que MJ, jusqu'au bout, je me suis dit, c'est un peu chaotique comme séance. Vous voyez, je vous parle de trucs que les PJ ne ressentent pas, et en fait, à la fin, ils m'ont dit qu'ils ont kiffé et tout. Alors, si ça tombe, ils me disent pas certains trucs, peut-être que on a tellement on kiffe tellement la campagne qu'ils me font pas de feedback négatif, mais bon, ça, c'est mon côté parano. Moi, de mon côté, j'avais des fois un peu l'impression que c'était pas évident la partie, mais en fait, c'est vraiment parce que j'essaye d'être le plus impartial possible. Et quand, vous voyez, quand là, Brima, elle attaque, moi, forcément, a posteriori, je me dis, les PJ, pour moi, c'est évident. Il y avait cette épée de Damoclès, mais c'était pas du ressort des PJ, vraiment le déclenchement du combat. Et donc, je me suis dit, est-ce que j'aurais pas dû laisser l'opportunité à un des PJ d'interrompre Brima? Parce que moi, dans ma description, j'ai vraiment enchaîné. J'ai dit, Brima arrive, jette le javelot. Explosion, déclencheur. Je me dis en termes d'émotion, ils auraient pu le prédire. S'ils essaient de voler la vedette à Brima, elle va pas se laisser faire. Mais voilà, on pourrait tout rejouer, tout réfléchir, vous voyez, a posteriori. J'essaie d'être le moins arbitraire, j'essaie d'être le plus impartial possible et de pas chercher à raconter une histoire et à set-up les scènes exactement comme je veux. J'y tiens, et en plus, c'est un feedback que me font les joueurs, ils disent, on ressent vraiment que c'est du bac à sable. Et j'ai envie de maintenir ça, vous voyez. Donc ça, c'est un des trucs qui me pose le plus de questions quand on joue, en fait, en termes de MJ. Et c'est pareil, du coup, pour ce que je vous disais sur la gestion des torches, etc. À un moment, je me suis un peu perdu dans cette gestion-là. En soi, je pense que ça aurait pas changé 50 000 trucs, mais j'essaie d'être le plus impartial possible aussi à ce niveau-là. De temps en temps, je passe en mode facilitateur quand la partie, on va dire, est dans une ornière, c'est-à-dire que je vais pousser un peu plus, je vais faciliter peut-être l'accès à certaines informations ou au fait que l'histoire avance de temps en temps, mais plutôt parce que la partie avance pas, ou alors les PJ ratent vraiment des trucs, je sais pas comment dire. C'est un peu... ça me regarde en fait dans mon fond intérieur, la manière dont je gère ça. Je vais utiliser du scénarium, entre guillemets, par exemple, pour introduire Brima, vous voyez. Introduire Brima, ça c'est scripté. Je sais à ce moment-là que je vais introduire ce PNJ. Tout n'est pas aléatoire et impartial, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, sur les moments tactiques, en fait, j'ai envie que les choix tactiques aient vraiment une importance. Et donc, cette gestion du temps avec les torches et tout, c'est important que j'arrive à mieux la gérer pour être plus raccord avec moi-même. Que chaque décision, en fait, compte. Si la gestion du temps qu'on peut passer dans le donjon, la vitesse à laquelle on explore le donjon, en fait, peu importe qu'on essaye d'aller vite pour pas que le dragon revienne, moi je décide que le dragon va revenir au moment le plus opportun, le plus épique qui me semble, etc. Donc que ça perde de tout son sens au truc, même si les PJ sont pas au courant et que ça se passe en backstage. Ça regarde chacun. Je sais qu'il y a des gens, ils s'en foutent de ça, ils disent tant que les PJ savent pas, et ben au final, c'est pas grave. Moi, je suis pas du tout dans cette philosophie-là. À part quelques moments spécifiques où je peux ménager un effet, ou alors je trouve que ça traîne. Honnêtement, moi, j'essaie d'être dans l'envie, en fait, que les choix des PJ soient importants au maximum, que chacun de ces choix compte. Et c'est comme que chaque jet de dés soit important. Les conséquences, je les annonce avant le jet de dés. Je dis, jetez les dés, si vous n'arrivez pas à convaincre le dragon, vous allez être pris dans son souffle de feu. Vous voyez dans le fond de sa gorge le magma qui crépite, enfin qui bouillonne plutôt. C'est ça, moi, ce que je veux qu'on ressente. Et c'est ça qui fait aussi l'intensité pour moi en tant que MJ. Ça, c'est important. Au moment où Bauduin il tombe, je me dis, honnêtement, je m'attache au perso là. Vous voyez, si Bauduin meurt, je veux absolument pas avoir envie de me dire j'ai tué Bauduin en tant que MJ. Je veux partager la peine des PJ. Et je veux que si cette mort doit arriver, parce que les dés, parce que X, parce que Y, elle soit significative. C'est ça que j'essaie de transmettre dans la campagne. Donc voilà, on va arrêter là parce que je parle depuis des heures. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Cette session 7, c'était du petit dungeon crawl. Ils vont pas pouvoir aller beaucoup plus loin dans le donjon à mon avis cette fois-ci. Peut-être qu'ils y reviendront plus tard et que je devrais réfléchir au donjon s'ils reviennent une semaine plus tard, 2 semaines plus tard. Qu'est-ce qui a changé dans le donjon et tout. Là pour l'instant, l'urgence pour eux, je pense, c'est plutôt de se barrer. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre le petit commentaire comme la dernière fois si vous y pensez. Honnêtement, ça fait trop plaisir de savoir qu'en fait il y a du monde qui regarde là. Et que ça soit ça vous inspire, soit ça vous divertit, soit ça vous aide, peu importe. J'aime bien savoir ce que ça provoque pour ceux qui regardent. Merci à tous et à la prochaine pour la Shadow March et le Dragon.